Gironde vont passer une nouvelle nuit loin de chez elles, loin d'un brasier qui gagne toujours du terrain. Les sapeurs-pompiers ont toutefois ralenti la progression des flammes en menant une bataille dans des conditions dantesques. Le film de ces dernières heures avec Marie Pouchin, Guillaume Dequet et Amélie Roux. Un balai assourdissant dans le ciel de Saint-Magne. Par tous les moyens, les pompiers tentent de stopper les flammes déjà aux portes du village. Les conditions sont extrêmes. C'est la journée la plus chaude, jusqu'à 40 degrés. Les pompiers affrontent un monstre imprévisible. C'est un feu qui va extrêmement vite, un feu qui est extrêmement véloce, qui bénéficie de conditions climatiques changeantes, d'un vent qui va se manifester par intermittence, qui va surtout changer d'orientation et qui va nous obliger à redéfinir systématiquement notre stratégie opérationnelle. Éviter coûte que le feu ravage les habitations comme à Belin-Bélier où 17 maisons ont brûlé hier. Ce matin, au prix d'une lutte acharnée, les pompiers finissent par sauver le reste. La maison est sauf, mon garage est sauf, tout ce qui était important est sauf et voilà quoi. Un combat sans merci la nuit dernière encore. Centimètre par centimètre, à la lance, ils résistent sur des dizaines de kilomètres de brasier. Le méga-feu n'est jamais très loin, le danger omniprésent pour des hommes du feu qui ne lâchent rien, jusqu'à s'écrouler au milieu du camp de base avant de repartir au front. On a besoin de faire effectuer une rotation des personnels parce que vous comprenez bien que des agents, des personnels qui ont fait une lutte pendant toute une journée à 40 degrés, le soir on est quand même obligé d'un peu les mettre au repos. Ce soir, l'incendie progresse encore, moins virulent. C'est à Saint-Magne que ce grand incendie du Sud-Gironde a repris mardi. Saint-Magne qui vit à nouveau dans l'angoisse. Le feu, après avoir changé de sens, s'est retrouvé aux portes de la commune aujourd'hui. De l'angoisse, mais aussi de la colère et un élan de solidarité pour aider les pompiers à sauver le village. Nathalie Pinard de Pugelon, Elsa Arnoux. Face au soleil, sous un ciel au goût de cendre, l'impatience grandit à Saint-Magne. Dès 7 heures du matin, la maire du village a sollicité les Canadaires, mais à 10 heures, ils ne sont toujours pas là et la colère monte. 3 heures pour avoir un Canadair quand on sait que le feu, il est prêt à sauter pour aller dans une autre pinède qui va impacter une grande ville. Je sais pas, on réagit quoi. C'est un lotissement de 40 maisons qui est menacé par la reprise du feu. Il y a ce lotissement plus un autre à l'intérieur là-bas et c'est, vous voyez, c'est le grand feu. Enfin, on voit pas de flamme là, mais on serait la nuit, ça serait tout orange. Gilles est l'un de ces habitants mobilisés pour lutter contre les incendies. Lui habite un erial, cet habitat traditionnel, protégé par une frange herbeuse. Mais c'est un autre danger qui menace. Il y a une cuve de propane qui contient 700 kg de propane en ce moment. C'est épais, je ne sais pas combien de temps ça peut résister au feu. Vers 11 heures, les moyens aériens se renforcent. En plus des bombardiers d'eau, un Dash puis 3 Canadair sont sur zone. Mais cela ne suffit pas. Le maire de la commune voisine de Louchatz a mobilisé un convoi exceptionnel venu du Béarn, 5 tracteurs avec des citernes. Ces citernes-là, aujourd'hui, sont transformées en citernes transport d'eau. Et j'ai quelques citernes qui sont équipées de canons d'aspersion. 20 000 litres d'eau toutes les 4 minutes pour barrer la route au feu qui passe partout, y compris par cette buse souterraine. Pour traverser, les rotations des tracteurs vont durer pendant 24 heures au moins. Regardez sur cette carte les communes directement concernées par cet incendie. Saint-Magne donc, mais aussi Belin-Bélier où la situation reste tendue ce soir. C'est là que 17 maisons ont brûlé depuis mardi. Autre commune en première ligne, Ostens. Ostens où se sont rendus ce matin la Première ministre et le ministre de l'Intérieur au poste de commandement des sapeurs-pompiers. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont suivi l'évolution de la situation. Ils ont rencontré aussi les élus locaux, dont le président du département de la Gironde, qui demande des moyens aériens pérennes pour le massif forestier des Landes de Gascogne. Elisabeth Borne qui annonce l'arrivée de renforts européens. Aujourd'hui, on bénéficie pleinement de la solidarité européenne. Il y a des Canadair grecs qui vont arriver aujourd'hui. On a aussi des avions suédois. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle mobilisait également des avions de la force européenne pour venir en appui à la France. Et puis on a aussi des moyens terrestres qui vont être mobilisés d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, de Roumanie.
Justement, les premiers renforts allemands arrivent en Gironde. Regardez cette image d'un convoi de 24 véhicules. Un avion cargo en provenance de Roumanie avec hommes et véhicules est aussi attendu à Bordeaux. La Grèce a déjà envoyé 2 Canadair et des hommes. Des renforts de Pologne, d'Autriche et de Suède sont attendus demain. Au total, 360 pompiers européens et une centaine de véhicules en direction de la Gironde. Bonsoir Jean-Luc Glaise, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du SDIS 33, les sapeurs-pompiers de Gironde, et président du département de la Gironde. Autant de renforts européens, c'est inédit. Cela veut dire que la situation est vraiment inquiétante sur le terrain en Sud-Gironde. Ça veut dire tout simplement que ce feu qui est d'ampleur nationale est aussi d'ampleur européenne quelque part au regard de sa dimension et de sa propagation. Donc ces moyens européens nous sont aujourd'hui extrêmement utiles, ils sont les bienvenus bien évidemment et nous allons faire en sorte de pouvoir les accueillir au mieux et surtout les utiliser au mieux sur le théâtre des opérations. D'ailleurs, ils seront logés au centre départemental d'Ostens, non loin de l'endroit où vous vous trouvez. Pourquoi ces renforts européens arrivent si tard finalement, près d'1 mois après le début du premier incendie ? Écoutez, je crois que c'est vraiment le sujet du courrier que nous avons adressé avec le président des Landes au président de la République. Il faut une stratégie européenne et une stratégie nationale en matière de protection incendie. On ne peut pas en permanence se disputer des moyens aériens entre les différents pays européens et a fortiori entre les différentes régions de France. Et donc à ce titre, visiblement, ces moyens étaient ailleurs. Ils n'étaient pas forcément mobilisés sur ce feu qui est un feu majeur. C'est donc regrettable, mais en tout cas, nous les acceptons aujourd'hui avec beaucoup non pas de plaisir, mais en tout cas d'attente pour pouvoir intervenir sur les opérations. Vous avez rencontré donc la Première ministre et le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Vous réclamez, vous, des bombardiers d'eau basés en Gironde. Avez-vous été entendu ? Alors, nous réclamons, nous, des moyens aériens basés sur le massif des Landes de Gascogne, en Gironde ou dans les Landes, peu importe, mais en tout cas sur le massif, qui est le plus grand massif de résine d'Europe. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse dans le temps long qui soit annoncé. Nous avons ces moyens immédiats qui nous sont confiés. Il faudra néanmoins se voir de nouveau. Et ce que nous avons sollicité auprès de la Première ministre tout à l'heure, c'est bien de pouvoir à nouveau la rencontrer pour que nous puissions parler d'une vraie stratégie qui nous permette d'avoir chaque printemps et jusqu'à l'automne des moyens aériens sur le massif des Landes de Gascogne. Vous y croyez vraiment? Parce que ça fait des années qu'on en parle. Mais écoutez, si on ne tire pas enseignement de cet incendie majeur, c'est méconnaître à la fois le dérèglement climatique, c'est méconnaître toutes les conditions qui ont entraîné ces incendies majeurs, et c'est méconnaître que demain, de toute façon, la ligne de frontière en France sur ce type d'incendie montera encore. Il faut arrêter de considérer qu'il n'y a qu'une région ou deux qui seraient concernées par ces incendies. Aujourd'hui, c'est le cas, y compris jusqu'en Bretagne. Nous estimons, nous, qu'avec 1 million d'hectares boisés ici, avec du pin hautement inflammable, il faut absolument des moyens aériens présents sur le massif des Landes de Gascogne. Le Nord-Médoc, c'est votre territoire. Le Sud-Gironde, pardon, c'est votre territoire. Vous êtes un enfant du pays. Vous voyez votre forêt partir en fumée. Vous ressentez quoi? C'est beaucoup d'émotions, pour être très clair. C'est un crève-cœur de voir des pins qui ont parfois 60, 70 ans, qui sont en train d'être consumés par la racine et qu'il va falloir impérativement couper. Sur ce domaine départemental d'Ostens, sur lequel nous accueillons ici les pompiers, c'est un espace naturel sensible sur lequel nous avons perdu 500 à 600 hectares sur un espace qui en fait 800. C'est donc un crève-cœur pour les équipes départementales qui sont très engagées. C'est un crève-cœur aussi pour le président de département natif du massif des Landes de Gascogne que je suis. Merci Jean-Luc Glaise. Image en direct d'Ostens. Signé Guillaume Dequet avec Romain Villatte. L'autoroute A63 a partiellement rouvert à la circulation cet après-midi, je vous le disais, uniquement vers Bordeaux, depuis Bayonne, pour les véhicules légers. L'A63 reste fermée vers Bayonne depuis la bifurcation avec l'A660. Cette autoroute A63 qui traverse les Landes s'est transformée en pare-feu. Un travail titanesque a été mené depuis hier pour dégager les abords de l'autoroute et prévenir un retour des flammes dans le plus grand massif forestier artificiel d'Europe. Maria Laforcade, Mohamed Erami. À chaque incendie de grande ampleur, les pare-feux jouent un rôle décisif dans la lutte contre les flammes. Depuis mardi, nuit et jour, en bordure de l'A63, bénévoles, agriculteurs ou salariés d'entreprises forestières se relaient pour dégager toute végétation sur 20 mètres de large et une dizaine de kilomètres de long, jusqu'à Belin-Bélier où se concentre désormais le front de l'incendie. Franck Sarr, arrivé de Corrèze dans la nuit, est à pied d'œuvre depuis 4 heures du matin. Si ça brûle le long, là, qu'il y ait des étincelles, que ça n'arrive pas de l'autre côté, là-bas. Donc on élargit. Là, les abatteuses étaient là ce matin, là, qui coupaient partout, là.
Ils ont tiré le bois et nous, on pousse tout ça là-bas pour pas que ça brûle ici. On prend pas le temps de manger ni quoi que ce soit, on y va quoi. On est là pour ça. Philippe Charpentier est bénévole à la DFCI. Il est lui-même propriétaire de plusieurs hectares de forêt. Il nous emmène sur le lieu du prochain chantier, un pare-feu d'est en ouest, pour empêcher toute propagation de l'incendie vers le massif forestier landais. Il est convaincu qu'il faudra pérenniser ces pare-feux à l'avenir. Ça va coûter à la communauté des sommes énormes. Donc, ces sommes dépensées, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte. Et il faut réhabiliter les pare-feux, les maintenir, les entretenir chaque année. De mémoire, il y a peut-être quelques gros bois ici sur les photos que montrait Damien, parce que la piste elle est récente celle-là. Elle a 2 ans je crois, ou 3. Les incendies de grande ampleur se succèdent depuis un mois et la lassitude commence à se faire sentir. La DFCI, ce ne sont que des bénévoles. Et aujourd'hui, la période est longue et en plus, on est très inquiet sur le reste de la période. Car les conditions météorologiques des prochains jours ne devraient rien arranger à la sécheresse de la végétation. Alors, quelle stratégie adopter dans l'urgence et à l'avenir dans le massif des Landes de Gascogne face au risque d'incendie? On en parle avec Bruno Lafont. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de l'association de défense des forêts contre les incendies. Un mot d'abord sur cette mobilisation des bénévoles de la DFCI Aquitaine depuis 1 mois maintenant. C'est l'énergie du désespoir qui vous fait tenir? Oui, c'est l'énergie par rapport à ce qui se passe. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels et je dirais conditions exceptionnelles. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font. Tous ces gens, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui tout le temps ont travaillé à la DFCI depuis le début. Vous savez, c'est un travail dans l'ombre, la DFCI. On fait des budgets, on crée des pistes, on fait des points d'eau pour que ça serve le moins possible. Et on fait en sorte que les pompiers puissent accéder le plus rapidement possible. On a toujours fait pour que les feux naissants soient éteints le plus rapidement possible. Et là, écoutez, cette situation, il faut pouvoir y arriver et il faut qu'on donne un coup de main. Nos amis chasseurs sont venus, les pêcheurs, tous ceux qui aiment dans leur commune, sous la responsabilité des maires et de la DFCI. On a fait appel à tous les bénévoles. Il y a près de 200 personnes qui travaillent depuis 8 jours. Est-ce que dans l'urgence, on a fait appel à l'ensemble du département. De nouveaux pare-feux vont être tracés en dehors de celui de l'A63 que l'on voyait à l'image? Vous savez, d'abord, dans un premier temps, on va essayer d'arrêter ce monstre. On va s'occuper du feu. Mais nous devrons tirer des conclusions de ce qui s'est passé. Nous, ça fait quelques années que nous réclamions à nos propres mandants de faire en sorte que les pins ne soient plus plantés au ras des chemins, au ras des pistes. Qu'on garde les 4 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre. Mais l'industrialisation du massif, et nous-mêmes, je me mets dedans, nous avons cédé à la facilité. Nous devrons tirer les conséquences chez nous. Mais d'autres aussi devront tirer les conséquences. J'en connais qui, pour compenser des photovoltaïques dans leur commune, ont ensemencé des pare-feux. Donc il faudra que tout ceci cesse. On se mettra autour de la table, on partira gentiment et peut-être que nous aurons d'autres réflexions à faire, d'autres aménagements pour permettre à notre forêt de continuer à vivre comme elle vivait jusqu'à présent. Parce que si on n'y avait pas mis le feu, elle vivrait normalement ce qu'elle a toujours vécu. En 30 secondes, pouvons-nous aujourd'hui mesurer l'impact économique sur la filière avec ce retour de l'incendie, du grand incendie? Au premier incendie de l'Andirassin et la Teste, nous étions à 30%. Nous étions pratiquement à 2 millions de mètres cubes sur les 6 millions, 7 millions que nous utilisons toute l'année dans l'industrie. Donc nous allons en rajouter un petit paquet, je ne sais pas exactement. Ce que nous savons aussi, c'est que nous avions regardé pour le nettoyage et reboisement, pas la sortie des bois brûlés. Ça se fera part. Mais si on reprenait à zéro ce qui a été brûlé, c'est 43 millions d'euros à peu près. Donc je pense que la prévention, qui au niveau national, pour le ministère de l'Agriculture, c'est 22 millions d'euros, et il n'y a qu'1,5 million d'euros qui revient ici en forêt de Gascogne, je pense qu'on peut faire des efforts, parce que ça coûtera beaucoup moins cher que toute l'armada qu'on a vue, et toute la perte biologique, de biodiversité et économique qu'on a perdue. Merci Bruno Lafont, président de la DFCI Aquitaine, l'association de défense des forêts contre les incendies. Le travail de la DFCI sur ces pare-feux géants et toute l'actualité sur ce grand incendie sont assurés sur notre site internet et nos réseaux sociaux avec les articles d'América Lopez cet après-midi. Si la DFCI est sur tous les fronts, c'est le cas aussi de multiples bénévoles venus de la région et même de toute la France. Entrepreneurs, agriculteurs, simples particuliers sont mobilisés, eux aussi, pour aider les sapeurs-pompiers. Gilles Coulon avec Guillaume Dequet et Amalie Roux. La solidarité, c'est le maître mot en cette période d'incendie.
Dans chaque commune menacée par le feu, une quinzaine de bénévoles s'activent pour aider les pompiers. On est venu éteindre tous les départs de feu. Il y a toujours des redéparts de feu. Et on tourne en fait dans tout le quartier pour éviter que ça saute la route et que ça parte derrière les maisons, accolé aux maisons. Ce directeur d'une entreprise de terrassement fait office de porteur d'eau pour ravitailler les pompiers. 8000 litres en tout à chaque voyage. Celle-là, elle arrive du muret, d'un forage, et j'ai deux autres bennes à aller chercher là-bas. Comment vous faites pour le donner aux pompiers? Ça se passe comment? C'est gracieusement, voilà. Ce forestier coordonne les interventions aux abords des routes afin de limiter la propagation du feu. Heureusement qu'on a les moyens agricoles de tous ces bénévoles agriculteurs qui ont planté leur exploitation pour venir nous aider. Voilà, ça c'est très important, il faut le dire. Et même les pompiers le disent. Des bénévoles qui viennent de toute la France, des travailleurs de l'ombre indispensables au bon déroulement des opérations.